Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Winston Churchill. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Énergie, le podcast qui parle écologie, développement durable, écomobilité et transition énergétique à l'Institut catholique de Lille. Pour cette toute première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Bourrel, vice-recteur en charge de la responsabilité sociétale à l'Institut catholique de Lille et titulaire de la chaire explorateur de la transition au sein de la faculté Gestion économique et sciences. Alors vous le savez, en France, on adore les acronymes. Et quand on regarde bien, il y en a vraiment partout. RATP, CNES, et bien sûr le plus connu d'entre eux, la SNCF. Eh bien à la Cato, figurez-vous que c'est pareil. Par exemple, depuis 2019, Benoît pilote le projet européen Life MAPEREN. Et nous, comme on est des petits curieux, on s'y est intéressé de plus près. Alors, LIFE, pourquoi LIFE d'abord ? LIFE, c'est un mode de financement de la Commission européenne. Et LIFE, ça finance soit des projets en faveur de la préservation de la biodiversité, soit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Donc nous, on est clairement sur les questions de climat. Et quand on est sur les questions de climat, il peut y avoir des projets très très techniques ou des projets qui sont plutôt liés à la conduite du changement, à la mobilisation des acteurs. Et on est dans cette deuxième catégorie, dans ce qu'on appelle l'information et la gouvernance. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans du temps long, puisqu'on l'a déposé en 2018, fin 2018, et on a démarré fin 2019, ce projet. Et MAPEREN, c'est pour Management de la performance énergétique. Autrement dit, ce projet s'intéresse beaucoup à la manière dont différents acteurs du territoire s'orientent vers une mobilisation des usagers des bâtiments pour que ces usagers soient à la fois sensibilisés et participent en fait à la performance énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, le secteur du bâtiment est connu pour émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Des acteurs comme des collectivités locales, des entreprises et même des universités mettent en place des actions pour réduire les consommations d'énergie. Mais rapidement, elles rencontrent des problèmes parce que leur approche est trop axée sur un recours à la technologie, comme la rénovation thermique ou même le développement des énergies renouvelables. L'ICL et plus largement l'université sont engagés depuis 2013 maintenant dans LifeTree. LifeTree qui est le programme d'orientation de la Cato dans la transition énergétique, dans la troisième révolution industrielle en région Hauts-de-France, qu'on appelle aussi REV 3. Et donc, au niveau de l'université, on était déjà engagé avec nos bâtiments démonstrateurs, le Rhizome, par exemple, et puis beaucoup d'actions aussi autour de tout cela sur la mobilité. Voilà, donc un objectif de réduction des consommations énergétiques. Et on n'est pas les seuls, parce que les autres partenaires du projet, qui sont Junia, voilà, et puis la ville de Lille et Lille Métropole Habitat, donc un bailleur social, eux-mêmes expérimentent des dispositifs qui visent à expliquer, sensibiliser, faire en sorte que cette question des économies d'énergie ne soit pas qu'une question technique, mais soit aussi une question liée à la conduite du changement, à l'évolution des comportements, et presque une question pédagogique. Alors on sait très bien que le changement des comportements des usagers, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. C'est compliqué à mettre en place, c'est long et fastidieux, et le plus souvent, beaucoup de personnes sont réfractaires. Alors oui, vous me direz que la problématique de changement climatique est bien ancrée maintenant dans notre société. Et c'est de plus en plus vrai, une majorité d'entre nous y est de plus en plus sensibilisée. On voit très très bien, c'est pas seulement nous qui le disons, ce sont des études à l'échelle nationale, que les étudiants sont de plus en plus, pas seulement sensibles, mais font des problématiques environnementales et du changement climatique, pour de plus en plus d'étudiants, une forme de critère de choix d'un travail, d'un emploi, voire d'une école ou d'une université dans laquelle ils vont s'inscrire. Donc il y a vraiment une préoccupation majeure de plus en plus d'étudiants. On voit le développement des fresques du climat, des rentrées climatiques dans les universités et ainsi de suite. Donc il y a une vraie volonté, une vraie envie des étudiants. Et dès lors qu'on leur fait visiter, par exemple, un bâtiment Rhizome, là, ils ouvrent des grands yeux et puis ils viennent nous voir à la fin en disant « Mais comment est-ce que nous, étudiants, on peut travailler avec vous ? On peut aussi mettre nos mains là dans ce que vous êtes en train de faire parce que ça nous intéresse. Et puis on a des idées, on aimerait expérimenter des choses. » Donc de manière très concrète, par exemple, il y a déjà 2 ans à peu près, lorsqu'on a déployé le tri sélectif avec apport volontaire, spontanément, des étudiants, c'était le
le Green Challenge de la FGES, sont venus nous voir en disant on a envie, nous, de prendre en main la communication vers les étudiants. Voilà, parce que on juge que c'est de notre responsabilité. Et on vous propose, vous, l'institution, de le faire ensemble. À Banco, on a fait ça. Plus récemment, avec un challenge énergétique qui s'est déroulé un peu de la même façon, ce sont les étudiants qui ont piloté le challenge avec une start-up pour mobiliser d'autres étudiants. L'objectif, c'est donnons les clés aux étudiants pour qu'ils mobilisent les autres étudiants. Les étudiants parlent bien aux étudiants. Il y a un autre gros problème, c'est qu'on connaît très mal l'impact du comportement des usagers dans les bâtiments. Il est même très très souvent sous-estimé. Trop souvent, les solutions technologiques mises en place sont mal comprises par les usagers des bâtiments. Elles peuvent être mal appropriées et elles peuvent aussi être mal adaptées. Donc ce qui se passe, c'est que l'impact de ces solutions technologiques, il est réduit parce qu'il y a une augmentation de la demande énergétique des nouvelles habitudes de consommation. Et en fait, on a développé des outils. Et un des premiers outils, ça a été un référentiel descriptif des bâtiments, non seulement sous l'angle technique, mais aussi sous l'angle des usages de l'énergie, sous l'angle des dispositifs de mobilisation, de communication, en fait de la gouvernance, quelque part, de l'énergie et de la manière dont les acteurs sont mobilisés là-dessus. On renforce les équipements de certains bâtiments par des capteurs quand il y en manque, et on va développer une plateforme de centralisation des données, à la fois énergétiques et puis d'usage, ça pour opérer un suivi. Un des indicateurs majeurs du projet, c'est de réduire de 9% les consommations énergétiques liées aux activités du projet pendant les 3 ans du projet. Voilà. Donc, une enquête également qui a été diffusée chez tous les partenaires auprès des usagers des bâtiments pour connaître les usages, les perceptions de l'énergie, du confort et de ce que mettent en œuvre les institutions. Et puis, je le disais, la dynamique collaborative, elle a une grande place là-dedans. Elle est un peu malmenée depuis quelques mois, cette dynamique collaborative. Mais voilà, on s'adapte, on organise des ateliers. Et puis, on va, dans les mois qui viennent, voilà, on est en train de recevoir en ce moment des propositions des développeurs. On va développer une plateforme collaborative. Et donc, ça aussi, ça va être un des cœurs du projet, cette plateforme collaborative qui va nous permettre déjà de rendre visible nos dispositifs, nos challenges, nos bâtiments démonstrateurs, les correspondants énergie, voilà, ce que chacun souhaitera mettre en valeur comme dispositif, avec des fiches projets cartographiées, géolocalisées, et qui seront rédigées par une personne, mais qui pourront être complétées par d'autres. Donc il y a un aspect un peu co-construction ici d'expérience, un peu wiki, et derrière, donc, partage de connaissances. Les actions qui sont mises en place imposent des limites aux usagers. Certains le vivent mal, ils peuvent y voir une baisse de leur confort. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans lesquels la majorité des gens s'impliquent. On a du mal à voir et à analyser l'impact des comportements et des campagnes d'information. En plus, les acteurs, qu'ils soient universitaires, tertiaires ou résidentiels et qui cherchent à améliorer leurs pratiques, échangent peu entre eux. Il n'y a pas assez de capitalisation autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des expériences réalisées, mais on ne fait pas suffisamment d'analyse, de partage de ces expériences. Et l'idée, elle est née de cela. De ce besoin de savoir ce que font les autres, de comprendre, avec un des partenaires qui est une université, et donc qui a ce rôle d'analyse, de compréhension, de capitalisation et de partage de connaissances, quelque part. Et là, on a décidé de le faire ensemble. Donc, vous comprenez que parmi les modes d'action, il y a celui du partage d'expérience, il y a la capitalisation, on en a parlé, il y a aussi la coproduction. On ne fait pas que partager ce qu'on fait, on va définir ensemble, imaginer ensemble des nouveaux dispositifs en s'inspirant de l'existant. Et puis un objectif ensuite, bien sûr, et ça c'est une grosse attente de la Commission européenne, de dissémination, transférer ce qu'on fait vers d'autres secteurs d'activité ou vers d'autres territoires. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la question piège. On arrive presque à la fin de notre interview et pour marquer le coup, on a voulu surprendre notre invité avec une question un peu personnelle. Que met-il en place de son côté pour réduire ses consommations d'énergie ? Et vous allez l'entendre, il s'en est plutôt pas mal sorti. D'un point de vue personnel, évidemment. Et donc l'idée, c'est de réduire les consommations inutiles, de chauffer là où il y a besoin de chauffer quand il y a besoin de chauffer, grâce à des thermostats, des régulateurs, des programmateurs, ce qui permet d'éviter les consommations inutiles, avec de temps en temps des travaux d'isolation,
Voilà quelques améliorations, changement des ampoules régulièrement. C'est pas l'idée de tout faire d'un coup parce qu'il y a quelques temps ça coûtait encore assez cher les ampoules LED, mais le faire régulièrement, ça entraîne des réductions alors pas forcément des réductions de factures énergétiques, en tout cas une stabilisation des factures, mais des réductions des consommations, parce que le prix de l'énergie ne fait qu'augmenter globalement. Voilà, donc c'est par l'ensemble de ces améliorations, alors qui sont parfois des travaux, mais le plus souvent un peu de bon sens, et puis faire attention, éviter de consommer quand il n'y a pas besoin, quoi. Pour conclure, c'est quoi la suite du projet MaPérennes ? Pour la suite, l'idée de cette plateforme, c'est que rapidement, ça dépasse le périmètre très lillois dans lequel le projet est né. Voilà, puisqu'elle n'est pas fermée au projet, cette plateforme. Donc elle va aussi inviter d'autres partenaires en région de France, en France, dans le monde entier, à venir pluguer finalement leurs expériences et à participer à cette co-construction de connaissances sur ce sujet-là, qui pourra peut-être aussi s'élargir un jour à d'autres dimensions de l'énergie. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci à notre invité Benoît Bourrel d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir Life MaPérennes. Si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur le site internet www.maperenne.eu. Suivez les comptes Life MaPérennes sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour découvrir les dernières actus du projet. Life MaPérennes est cofinancé par le programme LIFE de l'Union européenne.